Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes le 19 février 2026. On se retrouve pour ce cours d'hébreu avancé. Euh, J'espère que vous avez bien travaillé et que vous ne regrettez pas de vous être embarqué dans cette belle aventure de l'hébreu. Surtout quand que là, on travaille donc des textes un petit peu plus compliqués que ce que vous avez l'habitude de voir. Enfin, quoique le texte sur lequel on travaille, JH22, n'est pas euh, extrêmement difficile. La nouveauté pour vous, évidemment, c'est le fait qu'il n'est pas vocalisé, évidemment. Euh, et, euh, mais bon, cela dit, sinon, pour la plupart des éléments qu'il y a dedans, vous pouvez vous repérer un petit peu avec ce que vous connaissez de l'hébreu biblique. Donc, on a regardé le début de ce texte. C'est une lettre, hein, donc qui est écrite à Neriyahu, VL Shmayahu, donc à Neriyahu et à Shmayahu. Et ensuite, à la ligne 3, on a vu qu'on avait une formule de salutation. Donc on commence, un, par les destinataires, deux, par la salutation, Shalom, Shalom en hébreu, donc le bien-être, le fait d'être sain et sauf, et donc, comme en français, la salutation, ça vient du mot salut, hein, être sauvé. Donc, il s'agit aussi d'être sain et sauf, on va dire en français. Donc, et on avait discuté notamment sur les différentes compréhensions possibles qu'on pouvait avoir de ce ha. Est-ce que c'est l'article défini? Est-ce que c'est un ré interrogatif? On a vu que c'était plutôt un ré interrogatif. Shalom également, de dire est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on lit. La racine chi de la même, on la connaît, mais est-ce que c'est le substantif shalom? Est-ce que ça pourrait être autre chose que le substantif shalom? On a pensé à un infinitif absolu, mais en fait c'est la même chose puisque c'est le substantif shalom est d'un schème, le même schème que le schème de l'infinitif absolu du cal. Athème, on s'était penché sur le fait qu'on a donc le pronom personnel deuxième masculin pluriel athème sans préposition devant, c'est pas shalom lachem, pas shalom pour vous, mais shalom vous. D'où la question de savoir est-ce qu'il pourrait s'agir effectivement d'une forme verbale pour shalom, vu qu'il y a le athème, ou voilà, ou plutôt que en tout cas pas d'une formule là, mais on a vu que en hébreu biblique on avait les deux, hein. On pouvait avoir shalom lachem ou shalom atem. Donc vous êtes shalom, c'est-à-dire l'action, le fait d'être, le verbe être, hein, comment dire, une sorte d'infinitif de bien aller, hein, vous bien aller, hein, vous allez bien, ou bien effectivement quand on dit shalom lachem, le bien-être pour vous. Et là c'est très clairement un substantif shalom qu'il faut lire à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois? Non, c'est bon pour vous? J'ose vous poser une question. Mais oui, je vous écoute. Alors, moi, je suis le cours plutôt via YouTube. Aujourd'hui, j'ai eu congé, donc je suis là. Je suis très content d'ailleurs. C'est Et super, bienvenue. je voudrais savoir quel est parce que j'ai lu les descriptifs du cours, mais quel est le projet final derrière toutes ces explications que vous nous donnez? Quel est le projet final? Est-ce que ce serait pour nous de pouvoir, on va dire, euh, faire l'exégèse de ces mots, excusez-moi du terme, les disséquer et savoir pourquoi ça a été composé comme cela, comment ça a été composé, ou est-ce que pour nous, on doit le prendre comme un cours magistral où on reçoit des informations et puis voilà, on le fait avec. Je suis pas très centré sur les objectifs en fait. Est-ce que vous Alors, pouvez peut-être nous les redire? l'objectif de l'apprentissage de l'hébreu, d'abord, c'est d'apprendre l'hébreu, hein. Donc, apprendre une langue a une finalité en soi. Vous apprenez une langue parce que vous avez du plaisir à apprendre la langue. Donc ça, c'est d'une part, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui aiment apprendre l'hébreu parce qu'ils ont envie d'apprendre l'hébreu, ça leur plaît. Donc c'est une fin en soi, c'est un objectif en soi de s'améliorer, de pouvoir accéder à toute cette littérature. Vous voyez, vous avez des inscriptions anciennes. Là, en plus, je vous fais travailler sur des inscriptions inédites. Donc, vous êtes à la pointe de la recherche. Dites-vous que les textes sur lesquels je vous fais travailler, il n'y a qu'une poignée de personnes sur la planète qui sont au courant de l'existence de ces inscriptions et qui peuvent accéder à ces textes-là.
De manière générale, travailler sur des textes de l'Antiquité, bah, ça permet de connaître l'Antiquité. Hein. Quand on fait de l'histoire ancienne, évidemment, le matériau de travail, hein, l'historien, il travaille à partir de quoi? À partir des données, de la documentation, donc l'archéologie, l'épigraphie, l'historiographie. C'est comme ça qu'on construit l'histoire de l'Antiquité. Donc, évidemment, quand vous vous intéressez à une période de l'histoire de l'Antiquité, bah, vous devez travailler sur les textes. Hein. Les données épigraphiques, c'est quand même fondamental. Donc, il faut connaître les langues anciennes. Donc, vous voyez, si vous vous intéressez, je sais pas, à ce qui se passe en Chine il y a 2000 ans, bah, il faut apprendre le chinois. Donc là, vous vous intéressez à ce qui se passe en Israël il y a 2 ou 3 000 ans, bah, il faut apprendre la langue, évidemment. Donc, ça passe par là. Donc c'est ça l'objectif pour vous. Après, effectivement, pour des étudiants qui ont dans votre cas, dans une faculté de théologie, le fait d'apprendre les langues anciennes de la Bible, ça vous permet d'accéder à la Bible. Vous voulez étudier la Bible, bah, on va vous apprendre à étudier la Bible. Donc vous apprenez les langues anciennes, l'hébreu, l'araméen, le grec, qui vont vous permettre de lire le texte biblique. S'agissant d'un cours d'hébreu avancé, l'idée c'est de vous permettre d'avoir un niveau supérieur en hébreu biblique, un niveau avancé qui va vous permettre notamment quand vous travaillez sur des passages de la Bible, d'être capable de vous poser les bonnes questions. Comme je vous dis, l'expression, on parlait de shalom, vous avez shalom lachem et shalom atem, vous avez les deux expressions dans la Bible hébraïque. Ben, comment se fait-il qu'on ait les deux syntaxes? Comment les expliquer? Bah, je pense que vous ne vous êtes probablement jamais posé la question. Bah là, c'est l'occasion. Donc, même si le texte sur lequel on travaille n'est pas un passage de la Bible hébraïque, en réalité, il va vous permettre de mieux comprendre la Bible hébraïque et notamment la syntaxe de la Bible hébraïque. Et on va le voir ensuite dans la suite du texte également, le mot qui suit derrière. Ça nous permet de voir ça. Également, de questionner la cantillation massorétique, puisqu'effectivement, quand vous étudiez la Bible hébraïque, vous avez certes le texte massorétique, en général la BHS avec le codex de Leningrad, mais à vrai dire, les différents codex massorétiques sont pas toujours d'accord. Entre codex de Leningrad et d'autres codex ou d'autres manuscrits massorétiques, d'autres éditions de la Bible hébraïque massorétique, n'avez pas toujours la même vocalisation. Parfois, vous avez un shfa coloré, ou bien vous avez un ségol, etc. Vous verrez, entre les différents manuscrits massorétiques, il n'y a pas toujours la même vocalisation. Donc, il faut vous poser la question, pourquoi il y a des différences? Est-ce que ces différences sont significatives? Qu'est-ce que ça change sur la compréhension du texte? Et puis également, vous allez voir quand vous travaillez sur les manuscrits de la Mer Morte, les plus anciens manuscrits de la Bible hébraïque, eh bien, ils ne sont pas vocalisés. Donc, si vous travaillez, moi je ne sais pas, sur le grand rouleau d'Isaïe, qui date d'une centaine d'années avant notre ère, vous n'avez pas de cantillation massorétique, et vous avez même des mères de lecture qui contredisent la cantillation massorétique que vous avez apprise. Donc, vous devez être capable, si vous voulez étudier la Bible en profondeur, comme en expert du texte biblique, vous devez être capable de vous poser la question, de dire comment se fait-il que le grand rouleau d'Isaïe, ou je prends l'exemple de celui-là, mais n'importe quel manuscrit biblique qui date de 1000 ans avant le texte massorétique, eh bien, suggère une cantillation différente, une vocalisation différente. Et si oui, laquelle? Et donc, vous devez être à même de vocaliser ces textes et manuscrits de la Mer Morte. Donc, travailler sur l'histoire du texte biblique, c'est donc accéder aux plus anciens manuscrits. Accéder aux plus anciens manuscrits, c'est travailler sur des manuscrits non vocalisés. Et c'est donc d'être capable de travailler sur l'hébreu biblique pré-chrétien. Donc, voilà, il y a des milliers d'années. Donc, c'est ce qu'on apprend à faire. Je vous fais travailler sur un ostracon ici parce que c'est plus facile de travailler sur un ostracon comme celui-là que de vous donner à travailler un passage du grand rouleau d'Isaïe. Moi, j'ai aucun problème à vous faire travailler sur le grand rouleau d'Isaïe, mais je pense que si je vous donne là maintenant un manuscrit du grand rouleau d'Isaïe à vocaliser, vous aurez du mal. Donc j'y vais progressivement, mais l'idée évidemment c'est que vous puissiez arriver à un niveau d'expertise de l'hébreu biblique, de l'hébreu ancien et de l'hébreu biblique qui va vous permettre précisément de faire un travail en profondeur sur le texte biblique, de savoir finalement comment ce texte a été compris à différentes époques, comment il a été construit, rédigé, re-rédigé, les différentes phases de l'hébreu biblique. Vous voyez, typiquement quand vous avez des syntaxes d'un côté Shalom Atem et Shalom Lachem, on comprend qu'il s'agit de deux formulations différentes qui viennent donc de deux dialectes différents. Alors, est-ce que c'est des dialectes qui sont géographiquement différents à la même époque, ce qu'on appelle des topolectes? Est-ce que c'est des dialectes qui sont différents parce qu'ils correspondent à différentes époques, donc des chronolectes? Ça, c'est des questions que vous allez pouvoir vous poser si vous vous intéressez justement quels sont les passages de la Bible où on a Hachalom Atem et Hachalom Lachem, en disant est-ce que ça correspond à des théories rédactionnelles existantes, hein, j'en ai parlé sur le cours, par exemple, sur la Torah. Mon cours de LS5 sur la Torah, je discute des différentes théories rédactionnelles du Pentateuque. Eh bien, on peut confronter ces théories rédactionnelles à la réalité de la dialectologie hébraïque ancienne pour dire est-ce qu'effectivement ça correspond à des époques différentes de la langue hébraïque. Et donc, pour savoir comment on parle hébreu à quelle époque, ben, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la documentation manuscrite, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a
Là, on a un texte du sixième siècle, enfin sixième ou septième siècle avant notre ère, vers 600 avant notre ère, on va dire. Donc là, ça nous permet de dire voilà comment on parlait hébreu 600 ans avant notre ère. Après, on verra des textes de Qumran, on dira bah voilà comment on parlait l'hébreu 200 ans ou 100 ans avant notre ère. Voyez. Donc ça, c'est le but. Tout ce cours va vous permettre de progresser à tous les niveaux dans toutes ces questions. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Voilà. Très bien. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non, c'est bon pour vous? Bon, très bien. Alors, eh ben, on continue le texte. Euh, il me semble qu'on n'a pas lu la fin de la ligne 3. Hein. Dans mes souvenirs, on en était resté là. Euh, est-ce que quelqu'un veut lire la fin de la ligne 3 et le début de la ligne 4? Un ou une courageuse. Ben, je veux bien essayer. Allez, on y va. Bonjour. Alors, donc, si je reprends la fin de la ligne 3, donc on a vu que il y avait 6 consonnes du même mot, hein, puisque c'est entre 2 points. Alors, tentativement, j'imagine que c'est en lien, on reconnaît la racine barar, donc qui va avec la notion de bénédiction, de bénir, Oui, et, euh, et donc, et comme ça finit après, on en a un tav, alors ça ressemble à un pluriel, et puis ensuite, on a ce pronom suffixe rem, ça ressemble à un pronom suffixe rem, donc j'aurais tendance à le prononcer de la façon suivante, beura, ro, beurarot rem, d'accord. qui signifierait bénédiction à vous, bénédiction au pluriel. Alors, Berachot Chem. Très bien. Alors, donc, Berachot Chem, la racine barar, ce que vous proposez, c'est ça, on reconnaît, bet reshkaf, bénir. Une finale hot, qui serait donc du féminin pluriel, et un pronom suffixe rem, vous. Mm. Donc, euh, et euh, très bien. Donc, et alors, brachot, vous le traduisez comment? Vous dites bénédiction, c'est ça, hein? Bénédiction à vous Bénédiction au pluriel, à au pluriel. vous. Donc, vos bénédictions. Parce que vous dites à vous, mais là encore, il n'y a pas Ah oui, l'achem. oui, oui, ah oui, oui, c'est vrai, ça colle pas à mon raisonnement. Hein, Ah oui, là, je me suis trompé, là. voilà, c'est pas brachot lachem. Si vous dites brachot lachem, bénédiction à vous. Voyez? Mais là, il n'y a pas de, il Ah y a oui, pas de, oui, il y a pas de, il y a pas de préposition, lachem ou alechem ou alechem ou des choses comme ça. Voilà. oui, oui, tout à fait. Donc, Donc il y a, c'est vos il y bénédictions. a- Si vous lisez ça comme ça, brachot c'est vos bénédictions. Par ailleurs, je me oui, pose la donc question c'est dans- du pluriel. Brachot, pourquoi du pluriel et pas du singulier? oui, 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 oui. Donc, effectivement, ça colle pas, ça doit plutôt correspondre à un verbe conjugué avec à la fin peut-être un suffixe ou un pluriel. Oui, Parce oui, qu'effectivement, donc, en deuxième. et puis d'abord, comme déjà avant même de quitter le domaine du substantif, moi je veux bien que ce soit un substantif, mais je signale simplement que là, vous proposez de dire un pluriel, le substantif bracha, hein, qui veut dire bénédiction. Effectivement, vous prenez la racine bet reshkaf, vous en faites un substantif féminin. La finale du féminin, c'est un A qui prend l'accent en général, et l'antéprétonique tombe, ça vous fait bracha. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Euh, et effectivement, si vous mettez au pluriel, vous mettez une finale hot en hébreu, brachot, brachot. Bon là, on l'aurait sans mère de lecture, mais ça me dérange pas parce qu'effectivement, on n'a pas toujours de mère de lecture vave. Donc ça donne effectivement brachot au pluriel, des bénédictions. Et là donc, et évidemment, voilà, ça peut être du pluriel. Mais même en restant au singulier, bracha, vous avez la possibilité de mettre le féminin singulier à l'état construit. La bénédiction de vous. Et là, vous avez aussi Ah un oui, tav.
Ah Alors, oui, c'est vrai. est-ce que vous savez comment on dit bénédiction à l'état construit au singulier? Alors peut-être Birkat. c'est Berarot. Alors, j'ai entendu deux personnes, euh, Moi, je- de, moi, j'ai pensé Birkat. Rem. Birkat. Oui, c'est ça, exactement. C'est très bien. Euh, absolument. C'est Birkat. L'état construit de Bracha, c'est Birkat. Euh, euh, on doit la voir assez régulièrement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme occurrence. On peut regarder ça ensemble. Voyez, si vous prenez le terme Bracha, donc ça c'est la bénédiction, voilà, bracha, vous l'avez, bracha, bracha. On nous dit qu'on l'a. Attendez, là j'ai une restriction de. Donc on va regarder. On nous dit 89 occurrences. Et vous allez avoir parfois l'état construit, vous voyez, birkatecha, birkati, bracha. Voilà, donc vous avez volontiers ce terme. Voilà, vous l'avez birkat, hein, birkat Abraham, la bénédiction d'Abraham. Donc ça, on a volontiers l'état construit de la bénédiction, donc birkat, et puis bien sûr, on peut dire la bénédiction de vous. Mhm. Et la birkat rem s'écrirait comme ça. Alors du coup, ici, on serait en syllabe ouverte, hein, birkat sans pronom suffixe, on était en syllabe fermée, donc un A en syllabe fermée sur notre patar, mais un A en syllabe ouverte, parce que on a là le tav, le shfa sous le tav est un shfa mobile. On sait qu'il est mobile parce qu'il n'y a pas de dagage dans le kaf qui suit. Sinon, on dirait birkat kem. Si vous aviez birkat kem, alors effectivement, on n'aurait que des syllabes fermées. Bir, syllabe fermée. Ensuite, kat, syllabe fermée. Ensuite, kem, syllabe fermée. Mais comme on dit birkat rem, en fait, c'est parce que le shfa que vous avez est un shfa mobile qui résulte de la chute d'une voyelle. Donc, il y avait une voyelle de liaison entre birkat et le pronom suffixe. Et donc, la voyelle est tombée. Mais ça veut dire que comme le shfa est mobile, le tav, il va être en début de syllabe une petite syllabe, hein, une syllabe avec juste un schwa, mais c'est quand même une syllabe ouverte. Donc ça veut dire qu'on a bir, syllabe fermée, puis ensuite ka, syllabe ouverte, te, syllabe ouverte, demi-syllabe ouverte, si on veut dire que c'est une demi-voyelle, rem, syllabe fermée. Et donc comme le a se retrouve en syllabe ouverte, un a en syllabe ouverte, on va l'écrire kametz. C'est pour ça que si vous regardez dans la Bible, quand vous avez les pronoms, je sais pas où est-ce qu'on avait vu ça tout à l'heure, voilà, on avait là birkati, Birkater, etc., etc. Vous voyez, vous allez avoir un certain nombre. Alors, je ne sais pas si on a un bracha avec ensuite un suffixe deuxième du pluriel. Euh, je ne sais pas si c'est attesté, mais alors, on l'a au pluriel. Donc, on va regarder si on a troisième personne du pluriel. Non. Un suffixe du pluriel tout court. Voilà, on n'a pas beaucoup. Non, c'est la seule occurrence. Euh, ici, en tout cas, on s'attendrait. Excusez-moi. Oui, je vous écoute. Ex- Excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi c'était en syllabe ouverte. Ah, pourquoi c'était en... Alors, parce que j'avais conscience qu'on disait Birkat Rem, et comme il y avait un shpa dans le tav, ben, je me suis dit non, c'est Birkat Kem. Oui, c'est ça. Et je n'ai pas compris. Ouais. Voilà. Donc, c'est le problème de manière générale du schwa, hein, puisque le schwa dit qu'il n'y a pas de voyelle, sauf que, en réalité, on sait qu'il y a un schwa, il y a deux types de schwa, un schwa mobile et un schwa quiescent. Le schwa quiescent dit il n'y a pas de voyelle parce qu'il n'y en a jamais eu. Voilà. Et donc, effectivement, quand vous avez deux consonnes qui se suivent, qui sont séparées par un schwa quiescent, eh bien, la deuxième consonne, elle va être en début. Donc, la première consonne va clore la syllabe qui précède, et la deuxième va débuter la syllabe qui suit. Si je vais l'écrire à côté, par exemple, c'est imaginez donc vous avez voilà, si vous avez deux syllabes deux consonnes qui se suivent, voyez, la question c'est avant, imaginez vous avez une voyelle,
Alors, comment je vais faire ça? Bon, alors je vais peut-être le mettre en translittération. C'est peut-être plus facile en translittération. Euh, voilà, vous avez voyelle, consonne, consonne, voyelle. Vous voyez, par exemple, consonne, voyelle, consonne, voyelle, consonne. Bon, là, par exemple, vous imaginez, il y a un schéma comme ça. Consonne, voyelle, consonne, ça vous fait une syllabe. Tac. Consonne, voyelle, consonne, ça vous fait une syllabe. Vous avez une syllabe fermée. Première syllabe fermée. Deuxième syllabe fermée. Donc là, effectivement, les deux consonnes sont côte à côte. Elles se touchent. Il n'y a rien entre les deux. Ça veut dire qu'en hébreu, dans une circonstance comme celle-là, on va mettre un schwa sous la première consonne parce qu'on peut pas, en milieu de mot, on peut pas laisser une consonne sans rien. Une consonne sans rien, c'est pas possible. En milieu de mot, on peut pas la laisser sans. Il faut lui mettre quelque chose, y compris pour préciser qu'il n'y a pas de voyelle. Et donc, les massorettes ont créé ce qu'on appelle le schwa, ces deux petits points, pour dire il n'y a rien. Donc, les massorettes mettent un petit schwa sous la première consonne pour dire il n'y a rien. Elle a aucune voyelle. Et ensuite, la deuxième, du coup, elle commence la nouvelle syllabe. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Mais il y a un deuxième cas de figure qui est qu'en fait, vous avez une voyelle entre les deux. Au lieu de dire il n'y a rien entre les deux, il y a bien une voyelle entre les deux. Alors cette voyelle, ça peut être une demi-voyelle, ça peut être juste un schwa, mais un schwa qui va être mobile. Dans ces cas-là, un petit schwa mobile, vous le mettez comme ça, c'est un petit E, comme ça, il paye pas de mine, mais on va l'écrire, voilà, on va le noter aussi avec un schwa. C'est là l'ambiguïté de la vocalisation massorétique, qui est de dire en fait, le schwa ici, si c'est un schwa mobile, c'est un élément vocalique. C'est pas une voyelle pleine, on est bien d'accord. Un schwa, c'est pas une voyelle pleine. Il y a une voyelle qui est tombée. N'est pas une voyelle à part entière en hébreu. Les voyelles à part entière, c'est a, i, ou, et puis e, o, voilà, bon, des voyelles intermédiaires. Mais un schwa n'est pas c'est un élément vocalique, mais il résulte de la chute d'une voyelle. Donc il y avait une voyelle. On ne sait pas Et forcément quelle était laquelle cette c'était. voyelle? Ah, voilà, ça c'est ce qui vous intéresse, de savoir quelle était cette Oui, voyelle de liaison. oui, oui. Euh, c'est une bonne question. C'était probablement un e, la voyelle E, et qui elle-même pouvait résulter d'une voyelle I. Alors, de toute façon, dans les langues sémitiques primitives, il n'y a que trois voyelles, A, I, U. Dans les langues sémitiques, primitivement, il n'y a que trois, vous avez le choix entre un A, un I et un U, donc c'est vite fait. Donc dans ces cas-là, on peut se dire quelle était la voyelle de liaison. On peut se dire que cette voyelle de liaison était un I, qui est glissé en E, puisqu'en hébreu, entre le I et le A, vous avez le tseré, le ségol, E. Voilà, il y a un timbre E, un ou deux timbres E, et que cette voyelle, elle est tombée. Mais peu importe, d'une certaine manière, le fait est que là, on sait qu'il y avait une voyelle qui est tombée, et comment on sait que la voyelle est tombée? Précisément parce que le kaf derrière n'a pas de dagesh. Or, vous savez que les bégat kefat ont cette caractéristique, les B, gad, oh mince, j'écris ça va pas le faire si j'écris en grec, euh, ce qu'on appelle les bégat kefat, ont cette caractéristique euh, d'être fricatives si elles sont précédées d'un élément vocalique. Donc, au lieu de prononcer be, on va prononcer ve. Au lieu de prononcer gueux, on va prononcer re. Au lieu de prononcer de, on va prononcer the. Au lieu de prononcer que, on va prononcer re. Au lieu de prononcer peu, on va prononcer feu. Et au lieu de prononcer te, on va prononcer feu. Alors, cette double prononciation des bégat kefat, elle a aujourd'hui en partie disparu. En hébreu moderne, concrètement, sur ces 6 consonnes, il n'y en a plus que 3 qui ont une double prononciation. Le guimel, il est toujours prononcé gueux, et le dalet, il est toujours prononcé deux, et le tav est toujours prononcé te. Mais pour les massorettes, on distingue très clairement une double prononciation, avec ou sans dagesh. Donc si c'est une prononciation occlusive, vous allez mettre un dagesh dedans. Donc ça, c'est occlusif. Mince, il me réécrit encore en grec. Et sinon, vous l'écrivez avec un rafé. Un rafé, comment je fais mon rafé, moi? Ça? Non? Il est où? Moi, je sais plus où est-ce que je l'avais mis quelque part. Il existe quelque part sur mon clavier, mais je me souviens plus à quel endroit j'ai mis le rafé. Oh, mince. Il est là. Donc, je réécris mes consonnes. Vous mettez ce qu'on appelle un rafé, c'est-à-dire un petit trait horizontal au-dessus.
Et c'est ce que vous voyez sur les manuscrits massorétiques. Et là, ça veut dire qu'il est fricatif. Donc be s'il est occlusif, ve s'il est fricatif. Ge s'il est occlusif, re s'il est fricatif. Voyez? Donc c'est comme ça qu'on fait. Alors le rafé, dans les éditions modernes de la BHS, on est un peu feignant, donc on le marque pas. Vous verrez dans votre texte imprimé, ou même moi, si je vous affiche à l'écran la BHS, vous n'avez pas de rafé. Mais si vous regardez les manuscrits massorétiques eux-mêmes, des photos des manuscrits massorétiques, hein, si vous en avez gratuitement, le codex de Leningrad, le codex d'Alep, ces codex-là, il y a des photos disponibles gratuitement sur Internet. Vous verrez, vous affichez le passage et vous verrez que vous allez avoir des rafés. Euh, euh, et donc ces petits traits verticaux. Pour vous dire, attention, là, la Bégat Kefat, elle est fricative. Et donc, dans quel cas est-ce que la Bégat Kefat est fricative? Elle est fricative si et seulement si elle est précédée d'un élément vocalique. Voilà. Donc, si vous voyez une Bégat Kefat fricative, c'est qu'elle est précédée d'un élément vocalique. Donc, quand vous avez Birkat Rem, et qu'avec votre rafé sur je vais le mettre du coup le rafé puisque je vous en ai parlé. Donc avec un rafé sur le CAF, normalement, faut penser à le mettre. Eh bien, ça vous dit attention, il est précédé d'un élément vocalique et vous dites ah bon, mais il est précédé d'un schwa. Donc comment je sais que mon schwa est vocalique? Bah précisément parce que la bégat kefat est fricative. Donc vous savez que le schwa est un schwa mobile qui résulte de la chute d'une voyelle, même si vous savez pas quelle voyelle c'est. C'est une voyelle de liaison, concrètement, puisque vous avez birkat d'un côté et rem de l'autre, qui est donc le pronom suffixe. En fait, vous savez que quand vous allez adjoindre votre pronom suffixe, eh bien, il y a en fait une voyelle de liaison. Alors, qui est susceptible de tomber, pas toujours, et notamment dans les formes posales, vous allez avoir justement l'absence de chute de la voyelle de liaison, et c'est là, par exemple, que vous allez avoir, par exemple, des voyelles de liaison A, par exemple. La voyelle de liaison, elle peut changer, c'est pas toujours la même. Mais vous allez avoir parfois, en forme posale, moi, dans mon tableau des pronoms suffixes, vous voyez, par exemple, dans sousra, vous voyez, sousra, c'est le cheval de toi, très bien, sous plus ra, on dit pas souska, on dit sousra. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de dagesh dans le kaf vous dit que le shfa qui précède, en sous, c'est bien un dagesh, un shfa mobile qui résulte de la chute d'une voyelle. Et vous dites, mais laquelle? Eh bien, je vous dis qu'en forme posale, vous avez sous secha. Et en forme posale, vous avez un ségol. Et donc, ça vous permet de savoir que la voyelle de liaison, c'était un et, en fait. J'ai mis une petite note 2, je ne sais pas ce que je mets comme... Beaucoup. Qu'est-ce que j'ai mis en note 2? Bien qu'étant de type consonne-voyelle, le suffixe prend l'accent et provoque la chute de la voix précédente. Oui, ça effectivement. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, et pareil pour sous-rem. Bon, j'ai pas mis entre parenthèses la forme posale de ce que serait sous, mais vous auriez sous ces rem. Bah, sauf que non, parce que comme c'est un suffixe lourd, dans tous les cas, il prendrait quand même l'accent. Dans sous ces ra, en forme posale, évidemment, la voyelle garde l'accent. Euh, le- bon. Parce que c'est consonne-voyelle. Il est moins lourd que consonne-voyelle-consonne. Mais donc je ne sais pas s'il y aurait une différence en forme posale. Est-ce on pourrait peut-être avoir sous rem sans pour autant que la voyelle prenne l'accent. Mais en tout cas, voilà. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y avait une voyelle de liaison qui est tombée. Cette voyelle de liaison, ici, vous l'avez en forme posale, c'est un ségol. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en forme voilà. Donc ça, vous pouvez regarder. C'est pour ça que je vous ai mis les formes posales dans le euh, euh, entre parenthèses parfois. Voilà, je vous mets parfois des formes posables. Bon, voilà, donc ça c'est intéressant à savoir. Donc je reviens maintenant à mon Birkat Rem. Effectivement, dans Birkat Rem, il n'y a pas de dagage dans le kaf est fricatif, donc il est précédé d'un élément vocalique. Et donc le shfa est mobile. Et comme le shfa est mobile, maintenant je reviens à ce que je disais en termes de séparation en syllabes. Vous voyez, là où on pouvait dire, regardez, j'ai une syllabe fermée et une deuxième syllabe fermée, là maintenant c'est différent, la décomposition en syllabes, je vais avoir une syllabe
euh, ouverte, consonne-voyelle, une deuxième syllabe ouverte, consonne-voyelle, ou demi-voyelle ou quelque chose comme ça, et une syllabe fermée, consonne-voyelle, consonne. Et c'est pour ça que je vous disais que, du coup, dans Birkat Ren, par rapport à Birkat, alors je vais réécrire Birkat sans pronom suffixe, comme ça vous voyez, mince. Oula, 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 attention. Birkat. Et donc vous êtes à l'état construit, Birkat quelque chose, Birkat Adonai, Birkat Abraham, la bénédiction du Seigneur, la bénédiction de Yahvé. Vous êtes à l'état construit et vous avez donc deux syllabes fermées, Bir, Kat. Et du coup, vous avez d'ailleurs un dagesh dans le kaf. Là, vous avez Bir, Ka, Te, Chem. Et l'accent va tomber sur le Chem. Birkat Chem. Évidemment, c'est un suffixe lourd, il prend l'accent. Euh, et alors, j'aimerais faire tomber cette voyelle-là, mais je peux pas parce que j'ai déjà fait tomber celle-là. Je peux pas avoir des chevaux qui se suivent. Voilà, c'est pas possible d'avoir de chevaux mobiles qui se suivent de toute façon. Donc, j'aimerais. Ça c'est l'antéprétonide. Donc, j'aimerais bien qu'elle tombe, mais là, on peut pas la faire tomber. Donc, vous avez bir 4 vous avez un A en syllabe ouverte, non accentué, qui s'écrit kametz par défaut. Alors que là, le A en syllabe fermée, non accentué, s'écrit patar. Mais c'est le même A en fait, hein, c'est la même voyelle A. À la base, j'entends. Après, la réalisation exacte, tout ça, ce que je vous dis, je ne sais pas comment c'était prononcé concrètement par les massorettes. Ça, c'est un A et ça, c'est censé être un O, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, malheureusement, je peux pas vous dire grand-chose. Moi, j'étais pas là il y a 1000 ans, donc je sais pas exactement comment c'était prononcé. Euh, C'était la même chose d'ailleurs pour les bégas de Kefat. Vous voyez, là, on met un dagesh. Mais mettre le dagesh dans une consonne, les massorettes vous disent ah oui, c'est pour appuyer sur la consonne. C'est ce qu'on utilise aussi quand on va géminer une consonne. Nous, on considère qu'elle compte double. Or là, on voit bien que dans ce cas-là, le dagesh n'est pas là pour vous dire que la consonne elle compte double. Elle est là pour vous dire que la consonne elle est occlusive. Une consonne elle peut être occlusive sans compter double. On peut prononcer be ou ge sans allonger le be, soit allonger le que. Je dirais même que c'est difficile de doubler une consonne comme ça, vous voyez. À la limite, un R, je peux l'allonger. Rrr, je peux le prononcer. Un L, je peux l'allonger. Vous voyez, donc il y a des consonnes qu'on peut facilement prononcer plus longtemps. Mais alors, justement, celle-ci, même un R à la limite, vous voyez, le R fricatif, je pourrais le géminer. Je pourrais le prononcer deux fois, comme ça, vous voyez. Mais le que, euh, le mettre un dagesh dedans, je ne peux pas le prononcer plus longtemps. Il est occlusif. On appuie dessus, certes, il est occlusif, mais ça ne veut pas dire qu'il est géminé. Et donc, on voit bien l'ambiguïté de la cantillation massorétique pour nous, en tant que dans l'analyse grammaticale qu'on en fait, puisque on se dit, bah oui, mais alors donc, le dagesh finalement, voilà, est-ce qu'il veut dire que juste que la consonne est occlusive, ou bien est-ce qu'il veut dire qu'elle est géminée? Bah, c'est pas pareil. Bah oui, mais c'est le même point. Donc débrouillez-vous. C'est la même chose dedans. C'est la même chose quand vous avez un mapic dans votre he en fin de mot. Vous avez un mapic dans votre he en fin de mot. Bah oui, mais il vous dit que le he est consonne, donc on appuie dessus. Mais ça ne veut pas du tout dire que le he est géminé. Vous voyez, donc le même point peut avoir trois origines grammaticales différentes. Tout comme le shfa peut avoir deux origines grammaticales différentes. En disant tantôt c'est un shfa. Alors nous on va appeler ça on va dire un shfa quiescent, un shfa mobile. Pour le dagesh, on va dire un dagesh léger, un dagesh lourd. C'est comme ça qu'on dit, je crois, hein, c'est ça, oui. Voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le point à la fin, on va dire que c'est un mapic. On va lui donner un autre nom. Voyez donc, mais n'empêche que dans tous les cas, visuellement, c'est la même chose. Alors bien sûr, les grammairiens se posent la question en disant mais les massorettes, pourquoi ils n'ont pas inventé d'autres systèmes? Vous voyez, par exemple, dagesh léger, dagesh lourd, on pourrait mettre un point au milieu pour un dagesh léger, deux points au milieu pour un dagesh lourd. Les massorettes, ils manquent pas d'imagination. Pourquoi pas deux points? Vous voyez, pareil pour le shfa qui est sans ou mobile, on pourrait dire deux points verticaux pour un shfa qui est sans, trois points verticaux pour un shfa mobile. Moi, je serais massorette, vous voyez, j'aurais fait tout ça. Donc les grammairiens, on se pose la question de se dire si les massorettes n'ont pas jugé utile, alors qu'ils savent très bien le faire, d'inventer un système plus complexe en disant tiens on va mettre trois points au lieu de deux,
c'est peut-être que eux, dans la prononciation, ils voyaient pas la différence. Un cheval, c'est un cheval, il n'y a pas de voyelle. Birkat Rem, c'est pas Birkat Rem. Alors nous, on a tendance, comme c'est un cheval mobile, parfois on dit on va mettre, voilà, pareil pour bracha, on va dire beracha pour dire attendez, le cheval c'est un cheval mobile, donc il faut le prononcer e, alors qu'un cheval qui est sans, il faut pas le prononcer du tout. Bon, les massorettes, eux, euh, ils ont mis un cheval, donc probablement que pour eux, on prononçait rien. Et pareil, quand on parle de gémination, nous, on comprend que c'est une gémination. Pour eux, peut-être que c'est juste la prononcer un peu dur et c'est tout. Et puis voilà. Et le he, le mapik à la fin, c'est pareil. Le he, il faut le prononcer. Et voyez, mais c'est juste une façon de mettre un petit point dedans pour insister dessus, pour attirer l'attention dessus, mais sans dire qu'il faut le prononcer de façon longue. Ou, vous voyez, donc nous, probablement que les grammairiens, on a tendance un peu à vouloir distinguer des prononciations différentes qui n'existaient pas. Le kametz, pareil, on sait qu'il y a un kametz qui vient d'un A primitif, vous voyez, dans Birkat Rem, on sait que le kametz vient d'un son A, alors que parfois c'est le contraire, le kametz vient d'un O, euh, et donc comme dans Kol, la totalité, ça va même d'un son OU primitif, cool qui devient Kol, et qui devient, et qui est parfois écrit avec un kametz. Donc, ah, attendez, il y a le kametz Ratouf, il y a le kametz Gadol, attention, c'est pas les mêmes kametz. Moi, je vous dis, probablement que les massorettes, pour eux, s'ils avaient voulu bien distinguer, ils auraient pu faire deux choses différentes. Vous voyez, le kabet, c'est un trait et un point. On aurait pu imaginer un trait avec deux points. Vous voyez, moi, je sais pas. On peut imaginer plein de choses. Le fait qu'ils aient fait qu'un seul kamet, c'est probablement pour eux, c'est la même chose. En tout cas, dans la prononciation. Donc, il faut bien distinguer, comment dire, l'origine d'un phénomène et concrètement comment ça se prononce. Voilà. Et si les deux se prononcent pareil, il peut y avoir deux étymologies différentes, deux origines différentes, mais au final, le résultat est plus ou moins le même pour les massorettes. Donc nous, en tant que grammairiens, on se pose toutes ces questions-là, et on a raison de se les poser, parce que une forme finale, il faut interroger les formes finales à partir de leur origine, l'étymologie des mécanismes. C'est ce qui nous permet d'être sûr de bien comprendre le texte. Les massorettes, eux, ils n'ont pas forcément ces considérations-là en tête. Donc, voilà pour l'explication de ce Birkat Rem. Alors, à propos, euh, 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 à propos de ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, on l'aurait pu discuter. Alors, je reviens à mon Brachot Rem. En plus, bon, il y a un autre problème qui n'avait pas été vu, c'est que normalement, quand vous mettez un pronom suffixe derrière un nom pluriel, à supposer que ce soit Brachot, je vous renvoie à nouveau à mon suffixe. Quand vous avez votre suffixe derrière des noms pluriels, vous dites sous chem, et si c'est un pluriel féminin, j'ai pas fait de paradigme avec un pluriel féminin, je vérifie ça, non? Mais bon, en fait, quand vous avez au féminin pluriel une finale hot, et que vous lui mettez un pronom suffixe derrière, vous avez la marque du pluriel, c'est-à-dire le tséréiode. Vous allez le retrouver. Si vous cherchez des noms pluriels, par exemple, si je dis que je cherche un nom, alors, attendez, je vais recommencer. Je cherche un nom pluriel féminin suivi par un suffixe. Vous allez voir, bon, il y en a beaucoup. Alors c'est pas un bon exemple évidemment parce qu'il me donne, voilà, bon voilà, regardez mishpechotechem ou mishpechotechem, vous voyez qu'en fait vous avez tséréiode, vous gardez votre tséréiode. Alors vous avez aussi une forme courte, hein, le ham, mais là ce qui nous intéresse c'est le suffixe long puisqu'on avait chem. D'ailleurs je peux même aller chercher tout de suite des suffixes deuxième personne du pluriel. Voilà, vous avez bnoté rem, donc vous voyez, vous avez des filles, hein, banot, banot, bnoté rem, et vous avez le tséréiode. Donc ça veut dire qu'ici, ce qui manquerait ici, ce serait d'avoir, non pas, on n'aurait de toute façon pas un schwa, donc si j'écris à côté ici, euh, brachot, ici. Dans tous les cas, vous auriez echem. Donc déjà, il faut bien retenir qu'on aurait la finale echem. Euh, et voilà. Donc, vous auriez une finale otechem et pas otrem. Alors ici, évidemment, on peut imaginer que
On peut dire très bien qu'on n'écrit pas le vav, on peut imaginer qu'on n'écrit pas le yod. Ça m'embête un peu pour tout vous dire de ne pas écrire le yod, puisque quand vous dites echem au pluriel, c'est pas juste une voyelle de liaison. On en parlait tout à l'heure de la voyelle de liaison derrière sous, sousrem, sousra, en disant quand vous écrivez sousra, en fait, il y a une voyelle de liaison et qui est tombée, et là vous la retrouvez, sousera en forme posale. Pour le pluriel, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est pas qu'une voyelle de liaison. C'est qu'en fait, le era que vous voyez, sous sera au pluriel, ce e tséréiode ou ségoliode, résulte de la contraction d'une diphtongue aïe. Donc le iode que vous voyez là, en fait, c'est une consonne à la base. C'est sous saïra. Et ce aïe, c'est contracté en ei ou en e. Donc effectivement, quand vous le voyez écrit comme ça dans le texte massorétique, le iode, comment dire, la diphtongue a été contractée et donc le iode n'apparaît plus que comme mère de lecture. Effectivement, ça n'est plus une consonne. Si c'était une consonne, il serait lui-même doté d'une voyelle, vous voyez, comme dans sous-saïr. Ici, en dessous, quand vous dites sous-saïr, bah voilà, le iode, il est prononcé comme consonne. Quand vous avez un iode consonantique, il faut lui mettre quelque chose. On ne peut pas le laisser tout seul, il faut lui mettre un chirek, ou lui mettre un shfa, ou quelque chose comme ça, mais vous ne pouvez pas laisser un iode sans rien en milieu de mot. Donc quand vous avez un iode sans rien en milieu de mot, effectivement, il est mère de lecture. Il indique que c'est une voyelle. En l'occurrence, ici, un ségol. Mais cette contraction de la diphtongue, à quel moment a-t-elle pris place? On en avait parlé avec Byte. Ah oui, mais c'est au semestre dernier. Donc effectivement, il y a des nouveaux qui sont arrivés entre-temps. Mais effectivement, quand vous avez une diphtongue aïe et qu'elle est contractée en est, à quelle époque cette diphtongue a-t-elle été contractée? Et c'est difficile à dire. On sait qu'il y a des contractions de diphtongue. Par exemple, et j'avais pris l'exemple de Byte, où effectivement, quand vous écrivez la maison, attendez, hop, je vais vous mettre ça là, tac. Hein, si je prends l'exemple de byte, je vais l'écrire d'abord en transcription, hein, byte. Donc vous avez une diphtongue, byte. Cette diphtongue aïe va donner effectivement, si vous la contractez, bête. D'accord? Donc ça, c'est, voilà, aïe devient est. C'est comme en français, hein, aïe. AI se prononce est. Vous dites pas la prairie, vous dites la prairie. Donc la contraction de la diphtongue aïe en est, ça c'est assez classique, hein, même en français on a ça. Et donc effectivement, ça veut dire qu'en hébreu, au lieu d'avoir une forme byte, donc byte, eh bien vous allez avoir bet. Alors sauf que byte, évidemment, là encore, si le iode est consonne, vous pouvez pas le laisser tout seul. Donc il faut écrire byte, quelque chose comme ça. Vous voyez? Byte donne bet. Mais dans tous les cas, il est écrit. Donc, en épigraphie maintenant, si vous n'avez pas la cantillation massorétique, vous êtes 600 ans avant notre ère, 800 ans avant notre ère, vous n'avez pas toutes les consonnes. Donc vous voyez écrit bet yod tav. Est-ce qu'il faut le prononcer byte ou bait ou bet? Impossible de le savoir. Donc vous dites la maison de David, bet David. Normalement, nous, on nous dit, les massorètes nous disent, à l'état construit, byte devient bet. D'accord? Dans byte, d'ailleurs, l'accent reste ici, puisque le chirek, ici, c'est une fausse voyelle, en fait. Hein. C'est juste pour vous dire que le yod doit être prononcé. Donc, de byte, on passe à bet, à l'état construit. C'est ce que vous disent les massorètes. Donc, la maison de David, bet est à l'état construit. Donc, les massorètes nous disent, il faut écrire bet David, il faut le vocaliser comme ça. Bet David, la maison de David, bet. Alors, effectivement, on le voit écrit dans certaines inscriptions comme ceci. Bet David. Par exemple, la stèle de Mécha, qui date de 800 avant notre ère, qui est au Louvre à Paris, elle écrit la maison de David, si j'ai bien déchiffré, je vous renvoie, j'ai écrit un article là-dessus, c'est écrit Bet Tav, Bet David. Donc là, on est sûr, il n'y a pas d'iode. Donc s'il n'y a pas d'iode, il n'y a pas d'ambiguïté, on ne peut pas prononcer Baït, parce que s'il y avait une consonne, elle serait écrite. Donc, effectivement, sur la base de cette orthographe-là, 800 ans avant notre ère, je peux dire, oui, pour le roi Mécha de Moab, en 800 avant notre ère, il y a bien eu contraction de la diphtongue. On dit Bet David, à moins de lire Bat David, qui serait la fille de David, mais dans le contexte, ça marche pas. Ou bien on peut lire éventuellement Ben David, parce que, comme je vous dis, c'est un peu mal écrit, donc on peut hésiter entre les deux. Donc, mais bon, à supposer que j'ai bien déchiffré et que c'est bien
Enfin, je suis pas le seul. En plus, André Le Maire l'a proposé aussi. Enfin, bref, voilà. Euh, donc, si on lit bien la maison de David, Beth David, on a la preuve de la contraction de la diphtongue. Mais ça, c'est dans le royaume de Moab. Ça ne veut pas dire que tout le monde à cette époque-là parlait comme ça. Et d'ailleurs, à la même époque, vous avez la stèle de Tel Dan, où on s'est écrit comme ça. La stèle de Tel Dan, elle vient donc de Tel Dan, qui est un site à la frontière actuelle entre Israël, Liban, Syrie, là, une région évidemment tendue. Euh, à cet endroit-là, une inscription araméenne, érigée, on ne sait pas par qui, peut-être par le roi de Damas. Eh bien, on a aussi, pour le coup, le déchiffrement ne pose pas de problème. On a aussi la maison de David, mais écrit avec un iode cette fois-ci. Et donc là, on peut se poser la question, peut-être que lui, il dit Beit David. Enfin, en plus, le Vav était certainement prononcé WE, donc Beit Daoud, quelque chose comme ça, vous voyez, ça peut être prononcé, moi je sais pas comment c'était prononcé exactement, mais en tout cas, il y a la possibilité que le yod soit prononcé. On peut aussi se dire, peut-être qu'il prononçait pas Beit, mais Bet, et que le yod est resté, même s'il est plus prononcé, voilà, pour indiquer comme mère de lecture, voilà, pour indiquer que c'est une voyelle et ou je ne sais quoi. Mais il y a une ambiguïté là-dessus. Donc, moi, je ne sais pas exactement vous dire. Peut-être qu'à l'époque, on peut imaginer qu'il y a deux topolectes différents, dans la dialectologie. Bon, en plus, c'est de l'aramien et de l'hébreu, mais on peut imaginer, voilà, que dans un cas on dit baï, dans l'autre on dit bête à la même époque, ou que dans les deux cas on dit bête, mais dans un cas on écrit avec ou sans iode. Voilà, donc il y a un peu une difficulté sur, voilà, est-ce qu'on va se débarrasser ou pas? Voilà, est-ce qu'il y a contraction de la diphtongue ou pas? Et s'il y a contraction de la diphtongue, est-ce qu'on garde le iode ou pas? Vous voyez, dans la tradition massorétique, en général, au pluriel, on va quand même garder le iode écrit sous seicha, sous saïr, sous seiha, etc. En général, on est quand même content de laisser l'iode pour indiquer que c'est le pluriel. Donc, euh, on peut imaginer effectivement qu'on ait eu le pluriel echem sans iode. Bon, mais évidemment, s'il y a un iode, on aurait été plus content. C'est pour ça que je disais que quand vous proposiez tout à l'heure vos bénédictions, je vous ai posé la question de dire mais pourquoi vos bénédictions plutôt que votre bénédiction? S'il y avait eu un iode entre les deux, là dans le texte, tac, effectivement, s'il y avait eu un iode entre les deux, bah oui, c'est du pluriel, il y a un iode. S'il n'y a pas d'iode, il y a une ambiguïté. Et là, à ce moment-là, il faut se poser la question de dire est-ce qu'on parlerait plutôt de bénédiction au pluriel ou au singulier? Et c'est là qu'il faut connaître la langue, l'usage, chercher des parallèles. Est-ce que de manière générale, on parle plutôt de votre bénédiction ou de vos bénédictions? C'est là que vous pouvez ouvrir votre Bible en disant combien de fois j'ai bracha au singulier, combien de fois au pluriel? Est-ce que dans des formules de salutation, c'est plutôt au singulier ou plutôt au pluriel, etc. C'est là qu'on aurait pu discuter. Bon. Euh, Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur bracha au singulier, au pluriel, les pronoms suffixes, la bégat kéfat, euh, le schwa mobile, le schwa quiescent, tout ça. On a vu plein de choses d'un coup là, mais n'hésitez pas, hein. Moi j'essaie de vous expliquer, mais je sais que ça fait beaucoup de choses pour vous d'un coup. Euh, S'il faut détailler, ou d'autres exemples, je le fais. Ça va pour vous? Bon, bah, très bien, tant mieux. Alors cela dit, puisqu'on est toujours sur ce mot-là, se pose aussi la question de savoir est-ce qu'il faut lire le substantif bracha? Est-ce qu'il veut dire votre bénédiction ou vos bénédictions, au singulier, au pluriel, on peut discuter, mais est-ce que c'est votre bénédiction ou vos bénédictions, ou bien est-ce qu'il faut lire le terme bénédiction de manière générale, c'est-à-dire la racine, bet reshkaf, pourquoi pas, mais est-ce que nécessairement il faut le lire comme étant un substantif? Est-ce que vous avez pensé à d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres, parmi les étudiants là, est-ce qu'il y a d'autres propositions que de lire le substantif bracha? Non? Personne n'a pensé à rien d'autre? Bon, allez, il y a des timides. Moi, j'avais pensé à Beror Terem. Mais bon, Beror Techem, c'est-à-dire, et ouais. vous l'analysez comment, Beror Techem? Eh bien, c'est un infinitif. Un infinitif, d'accord. Ah oui, Oui, Beror l'infinitif, infinitif ducal, infinitif construit ducal. oui, Très bien. c'est ça.
Alors, très bien. Mhm. Imaginons qu'on ait l'infinitif construit du cal, bror, d'accord? On peut faire un infinitif construit, le fait de bénir, l'action de bénir, de vous, Oui. d'accord? Oui. Et le tav, alors, à quoi il sert? J'avais pensé que c'était un objet direct, un complément d'objet direct. Ah oui, complément d'objet direct. Alors, et, Ethereum. à ce moment-là, on a bror, et rem. Ça, on peut faire, Ouais. d'accord? Bror, et rem. Mais à ce moment-là, effectivement, mais là, on a la particule et qui introduit l'objet direct. Ouais. Mais surtout, la particule qui introduit l'objet direct, du coup, ça fait un autre mot, d'accord? Donc, vous avez toujours effectivement la possibilité soit que votre objet direct soit indépendant, et là, vous avez et rem, pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, il est collé, il n'y a pas le aleph. Oui, c'est ça. Il est Donc, suffixé. s'il est suffixé, on met pas et on met le suffixe directement. Là encore, je peux vous remontrer les paradigmes, puisqu'en plus, je vous ai mis l'infinitif. Vous voyez, là, infinitif, ktol, hein, bror, ktol. Bah là, vous avez effectivement, voilà, kotli, kotlecha, kotler, kotlo, kotla, kotlenu, kotlechem. Vous voyez, vous avez kotlechem ou ktolchem, on peut discuter, mais en tout cas, kotlechem. Donc, ça veut dire qu'ici, on ne devrait pas avoir de table. Vous avez brorchem, quelque chose comme ça. On pourrait avoir ça. Brochem. Avec la question de savoir si le cholem deviendrait un kametratouf, brochem, ou bien si on avait borchem, on pourrait imaginer ça. Là, je suis en train de réfléchir à tout ce qu'on pourrait imaginer. Borchem, voilà. Bref, donc il y a on peut imaginer plein de choses. Dans tous les cas, on n'aurait pas le tav. Donc là, on a un problème avec le tav ici. Que ce soit brochem ou borchem, ça marche pas très bien. Et puis il y a un troisième problème, c'est que l'infinitif construit du verbe barar, moi je veux bien, mais sauf que le verbe barar est très peu utilisé au cal. Le verbe barar, qui est probablement un verbe dénominatif, est attesté au piel surtout. Regardez, on peut le chercher, vous allez voir, attendez, si on dit barar et que je veux un verbe au cal, vous allez avoir du mal, vous voyez, on vous dit il y a deux occurrences. Dans Psaume 95:6, on vous dit Nivrecha, voilà, donc on vous dit que là ce serait donc du yiktol, du kal avec nun, hein, préformante nun, donc nous allons bénir avec un a à la fin du coortatif, nous voulons bénir, hein, bénissons, quelque chose comme ça. En le français, on le traduirait en français par une sorte d'impératif de la première personne du pluriel, bénissons, tu vois. Et puis 2 Chroniques 6:13. Et on a ici un vaïktol, vaïvrar, où on nous explique, c'est il alors bénit, mais sauf que c'est quand même très très rare, mais en plus on nous dit al birkav sur, et là berer c'est ses genoux. Et c'est là qu'on se dit, ah oui, c'est peut-être pas bénir, c'est peut-être s'agenouiller. Donc, et alors il s'agenouilla sur ses genoux, quelque chose comme ça. Et là, on se dit, ah oui, c'est peut-être pas. Voilà, bon. Et donc, de la même chose ici, du coup, on revient dans Psaume 95:6. Est-ce que c'est bénissons ou est-ce que c'est agenouillons-nous, quelque chose comme ça? Parce qu'effectivement, bérer en hébreu, c'est aussi le genou. Il y a barar, bénir, mais il y a aussi barar, la racine du genou. Donc, on comprend qu'en fait, dans les deux seules occurrences possibles du verbe barar au cal, on se rend compte que c'est pas barar au sens de bénir, mais barar au sens de fléchir le genou. Vous pouvez aussi regarder dans votre dictionnaire. C'est toujours une possibilité aussi. Moi, je trouve que le meilleur dictionnaire, c'est la concordance. Mais vous pouvez aussi aller faire un tour dans votre dictionnaire. Par exemple, si on regarde le dictionnaire d'hébreu classique, vous allez chercher barar et on vous dit barar au cal, on va vous dire barour en l'interprétant comme étant un participe passif du cal. Ce qui peut poser question aussi, bon voilà, bref. Mais effectivement, là, on va l'avoir. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, bon, il y a tout, et c'est très très long, évidemment, hein, c'est un verbe très important. Donc, on fait toute la syntaxe, puis après, on l'a un peu au nifal, et après,
paf, barach au piel. Et vous vous rendez compte qu'en fait, effectivement, le verbe bénir, effectivement, il est au piel, en fait. Et ça, il faut le savoir parce que barar, c'est quand même un verbe très connu. Et donc, il faut savoir qu'en fait, dans un contexte comme celui-là, on ne s'attend pas à avoir barar au calme et au piel. Là, il est un peu, je peux vous montrer un autre dictionnaire parce que là, effectivement, l'entrée est particulièrement importante. Mais vous allez voir de la même manière, si vous allez voir Köhler Baumgartner vous dit Barar 1 qui veut dire s'agenouiller, et là vous retrouvez les occurrences qui nous intéressaient, avec Okal et Oifil, et Barar 2, évidemment, qui est un homonyme, mais qui veut dire, donc là, le sens de bénir, et on va voir Okal, bah, c'est ce qu'on vous dit, hein, participe passif seulement, hein, Barour, il y a que ça, hein, et ensuite un petit peu au Nifal, mais très peu, et puis ensuite le Piel, 235 fois. Donc là, vous voyez, donc là, ça paraît assez évident. Maintenant, ce que je vous disais, c'est ça. Si vous avez votre concordance, vous regardez Barar au cal, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Vous regardez Barar au piel, et là, effectivement, on vous dit 233 occurrences. Bon, ils ont dit 235, on ne va pas chipoter pour deux occurrences. Et là, effectivement, Vaïevarer, Otam, Elohim, etc. Donc, le Elohim les bénit alors, les morts en disant, etc., etc. Là, vous allez voir que vous avez que ça tout le temps. Vaïevarer, Otam, Elohim, même chose, etc. Bon, voilà. Donc là, vous avez des centaines d'occurrences du piel. Donc, si on considère que c'est un verbe, pourquoi pas, hein, le verbe, voilà, mais, et même un infinitif construit, dans tous les cas, il faut plutôt partir non pas sur le cal, mais sur le piel. Donc, partons sur un verbe, pourquoi pas, mais alors plutôt sur du piel. Et par ailleurs, pour ce qui est de l'infinitif construit, on a quand même le problème du tav. Alors, si on part dans l'idée que c'est un verbe, et que ce verbe a un tav à la fin, euh, à quoi peut servir un tav après la racine, hein, vous avez les trois consonnes de la racine, dans un verbe, trois consonnes du verbe, un tav après, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça vous évoque? Pronom personnel? Un pronom personnel, d'accord, quoi par exemple? À quelle Pronom personnel, conjugaison? première personne. Oui, première personne, très bien. Ah, Et là, on est dans quelle conjugaison? ça serait du, ça serait du. Bon, vous venez de dire que ça peut pas être le calme, mais ça serait ouais, du calme. Alors, pas du cal. Et dans tous les cas, je ne m'intéressais pas au shem, hein, cal, nifal, piel, poil. On va plutôt partir sur du piel. Mais c'est surtout que c'est du katal, c'est-à-dire c'est l'accompli. Vous voyez, Du donc là, catal, pardon. C'est voilà. ça, Donc du si, catal. ou, qu'on appelle aussi l'accompli, ou comme vous voulez. Voilà. Donc on serait au katal. Et effectivement, la conjugaison katal est caractérisée par les préformantes, les postformantes, pardon. C'est une conjugaison qui n'a pas de préformante, qui n'a que des postformantes, et notamment vous avez un tav, vous voyez, kitalti, kitalta, kital, etc. Vous avez kitaltem, kitaltem, kitlou. Bon. Donc, un simple tav à la fin, on voit que ça nous donne trois possibilités. Ti, ta, te. Donc on se dit, bah oui, ça pourrait être le verbe barar, à l'accompli, hein, au catal, du piel si possible, hein, parce qu'on a vu que il se conjugue plutôt au piel. Donc voilà, kitalti, kitalta, kitalt. Alors, donc ici, on pourrait avoir ce verbe avec ti, ta ou te. Donc, ça pourrait être un ti, un ta ou un te. Alors, si c'est un i, première personne du singulier, c'est vrai que sur le paradigme, on a l'habitude de mettre une mère de lecture, mais la mère de lecture, elle n'est pas obligatoire. Surtout en milieu de mots, moi, ça ne me dérange pas qu'on l'écrive avec ou sans mère de lecture. Donc, tichem, voilà, quitte tichem, quitte ticha, quitte tachem, quitte techem. Moi, ça me dérange pas. Vous voyez? Donc là, on a les trois possibilités. Donc, je bénis vous. Et là, le chem, bien sûr, est le pronom suffixe. Si je vous renvoie à mes pronoms, le paradigme des pronoms suffixes, c'est ce que vous voyez derrière un verbe conjugué. J'ai peut-être pas mis de. Oui, j'ai pas fait de paradigme en conjuguant à la première personne et en. Et bon, j'ai pas été jusque-là. Bon, j'ai pas de colonne de. Ah si! Regardez. Oh là là.
Ah, vous avez vraiment de la chance, hein, je suis vraiment gentil. Donc, dans mon paradigme des pronoms suffixes, regardez, j'ai fait une colonne avec catalti. Bon, là, ce serait plutôt kitalti. Mais vous avez catalti, cataltini, cataltira, et hop, vous allez chercher deuxième personne du pluriel, ktaltichem. Vous voyez, donc vous avez tichem, final tichem. Là, évidemment, on aurait kittal, kittaltichem, quelque chose comme ça. Au piel, hein, si vous voulez mettre du piel, donc au lieu que ce soit katal, c'est kittal. Vous voyez, voilà, vous prenez kittalti ici, vous mettez chem derrière et roulez jeunesse. Kittalti chem. Là, je vous ai mis la mère de lecture. Effectivement, c'est toujours mieux pour nous s'il y a une mère de lecture, mais s'il n'y a pas de mère de lecture, c'est pas très grave, on peut s'en sortir quand même. Vous la mettez pas. Donc, une finale ti chem, c'est accompli, première personne du singulier. Donc, j'ai béni vous. Je bénis vous. Si vous dites tachem, kital tachem, voilà, tachem, c'est deuxième masculin singulier ta, tu bénis vous. Tu bénis vous. Bon, alors après, au niveau du contexte, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de dire tu bénis vous. Et puis, si vous mettez techem, avec donc deuxième féminin singulier, toi, femme, tu bénis vous. Bon, là, dans le contexte, c'est pas terrible non plus. Mais, première personne du singulier, ça marche bien. Je bénis vous. On écrit à quelqu'un, je vous bénis. Voilà. Hashalom atem, comment allez-vous? Je vous bénis. Voilà, je vous salue, je vous bénis. Donc, ça marche plutôt bien. D'accord? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est une bonne lecture? Ça a plus de sens que de dire votre bénédiction ou quelque chose comme ça. Parce que votre bénédiction, comment allez-vous? Votre bénédiction, à un moment donné, ce serait bien d'avoir un verbe. Là, on a un verbe conjugué, on fait des phrases, on est content. Donc, je propose de lire je vous bénis. Euh, Reste la question de la vocalisation, parce qu'on n'est pas au bout de nos peines, figurez-vous. On a le verbe barar. On sait qu'on le met au piel. Donc, on a vu qu'au piel, c'est kitalti. Donc, si je prends mon modèle là sur mon paradigme, n'est-ce pas? Kitalti, kitalta, kitalt, etc. Normalement, je devrais partir sur une forme, je vais le mettre avec le verbe, voilà, kitalti. Ça, c'est le paradigme que vous avez appris. Tout ça, vous devriez le savoir quand même, hein. Vous êtes des grands maintenant, c'est l'hébreu avancé, donc je suis gentil, je vous mets le paradigme à l'écran, mais normalement, le paradigme, il faut quand même que vous le sachiez à un moment donné. Alors, donc, kitalti, ça, c'est la forme qu'on attend. Et du coup, si j'ajoute le pronom suffixe, ça va donner kita. Attendez, avec un dagesh. Kital ti chem. Voilà, ça c'est ce qu'on aimerait avoir. Kital ti chem. Donc ça, c'est la forme qu'on aimerait avoir. Le chem va prendre l'accent, c'est un suffixe lourd. Consonne, voyelle, consonne, blum, donc il est lourd, donc il prend l'accent. Il va tomber, il va prendre l'accent ici. La prétonique, c'est ti. L'antéprétonique, c'est tal. Alors, j'aimerais faire tomber l'antéprétonique, mais je ne peux pas la faire tomber puisqu'elle est dans une syllabe fermée. La voyelle, si je fais tomber la voyelle, je me retrouve avec bon, pas possible. Bon. Donc, je ne peux pas la faire tomber. Celle d'avant non plus parce qu'elle est aussi en syllabe fermée, puisqu'on est quitte. Vous voyez, il y a un dagage dans le tête, hein, il est géminé, il compte double. Donc, au niveau du découpage en syllabes, j'ai quitte, qui est une syllabe fermée, tal, hein, parce que mon tête compte double, quitte, tal, ti, chem. La seule voyelle ouverte, c'est le ti ici, c'est la prétonique, et elle, je ne vais pas la faire tomber parce qu'elle est en position prétonique. Donc, on ne va rien changer. De kittal ti, je passe à kittal ti chem. Voilà. Donc, c'est ça qu'on attendrait. Alors maintenant, si je fais le parallèle avec barar, normalement, j'aimerais avoir un truc du genre birarti. Vous voyez, si je fais le parallèle, hein, je remplace mon modèle Kof Tet Lamed par ma racine Bet Resh Kaf,
Ça me fait birarti. Voilà. Donc ça, c'est, je mets une, je mets un astérisque pour vous dire que, attention, attends, il faut que je remette voilà, qu'il va y avoir un problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec cette forme? Pourquoi je ne peux pas me contenter de birarti? Parce que le resh ne peut pas porter de dagesh. Voilà, effectivement. Le resh n'aime pas le dagesh et donc on va pas le géminer. Hein, le resh, il Voilà. aime. Voilà. Alors du coup, si on enlève, donc je recopie à côté, birarti, la question c'est, j'ai enlevé mon dagesh dans le resh, et qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je m'arrête là, j'enlève mon dagesh, je suis content? J'allonge la voyelle du bête Oui, en serré. voilà. Alors c'est pas un allongement, c'est un déplacement. Mais je comprends que vous disiez ça parce que moi aussi, quand j'ai appris l'hébreu, on m'a dit qu'il faut allonger la voyelle qui précède. On me parlait d'allongement compensatoire. En fait, c'est faux, c'est un déplacement compensatoire. Mais c'est pas grave, vous le savez maintenant. Je suis là pour ça. Et effectivement, vous verrez dans beaucoup de grammaire, on parle d'allongement. En fait, c'est un déplacement. Donc effectivement, il va y avoir un déplacement compensatoire. On va déplacer d'un cran, hein, du rirek, on va passer au tséré. Donc il y a une rotation de la dans le vous voyez le schéma des voyelles. Si vous avez en tête le demi-cercle des voyelles, on va décaler d'un cran. Donc on va y avoir un déplacement du timbre. On va passer d'un i très fermé à un e qui est lui aussi fermé mais un peu moins. Et c'est comme ça qu'on va l'écrire. Quand on peut pas géminer effectivement une consonne, c'est le cas du resh, c'est aussi le cas des gutturales, hein, Aleph, He, Chet, Ayin, les quatre gutturales. Effectivement, en général, pas toujours, il y a des cas où on va dire on touche à rien, très bien, on met pas de dagesh, mais on va faire comme s'il y avait un dagesh, voyez. Euh, donc on appelle ça une gémination virtuelle. On dit très bien, on fait comme si le dagesh était là, on le met pas, mais on change rien d'autre, on touche à rien. On peut soit avoir une gémination virtuelle, soit un déplacement compensatoire. C'est ce qui va se passer ici. Donc, on va dire berarti. Au lieu de dire birarti, vous allez avoir berarti. Donc ça, il faut le savoir parce que le verbe barar, en plus, est très connu. Et vous allez voir, alors c'est pareil, vous pouvez regarder dans votre concordance, sinon dans votre dictionnaire, je sais plus où est-ce que vous avez regardé ça, vous voyez, si vous regardez dans votre dictionnaire, je peux écrire un peu plus gros, mais il est censé, s'il est gentil, votre dictionnaire, il va vous donner les formes. Où est-ce qu'on est? Je suis descendu un peu trop loin. Vous voyez, on vous dit Berer, Bérard, etc. On vous dit jamais si, voilà, il y a Bérard, Tani, Bérard. Bon, voilà, on vous donne, bon, pas toutes les formes, effectivement, mais on vous en donne quand même certaines. Hein. Oui, Bérarti, vous voyez. On vous dit si vous avez aussi Bérarti. Donc voilà, vous l'avez même dans Bérard, vous voyez, vous avez un serré. Donc vous allez l'écrire avec un serré. Donc ça, vous pouvez vous en souvenir. Bon, c'est une bonne chose parce que vous l'avez souvent, le verbe barar quand même, c'est un verbe très fréquent. Donc on va avoir berarti, très bien. Et donc, et à ce moment-là, je vais ajouter mon chem derrière. Et on a vu que le chem derrière, bah, il va rien changer. Il va prendre l'accent, mais qu'on ne fera pas tomber les voyelles qui précèdent. Donc vous allez écrire berarti chem. Donc là, on est content. Donc je peux recopier la vocalisation. Berartichem. Voilà. Donc si vous vocalisez le texte, c'est comme ça qu'il faut le vocaliser. Berartichem. Je bénis vous. Je vous bénis. Donc ça, c'est la bonne forme. Berartichem. Ça va pour vous? Oui, Très bien. Oui, oui, merci. Alors, très bien. Bon, bah écoutez, Berartichem, donc je vous bénis. Euh, Très bien. Bah, le mot suivant, alors. Alors, une question. Oui, je voulais savoir pourquoi le iode était tombé par Ah, rapport à notre modèle.
Effectivement, pourquoi le iode est tombé? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce iode n'est qu'une mère de lecture. Donc c'est pas dans le cas où on parlait de byte, bête, vous voyez, où c'était un iode consonantique, diphtongue, qui à un moment donné, contraction de la diphtongue, donc qu'est-ce qu'on fait du iode? Ici, le iode, quand on écrit Catalti, Berarti, etc., c'est uniquement une mère de lecture. Et il se trouve que cette mère de lecture, l'usage des mères de lecture à l'époque, là on est 600 ans avant notre ère, l'usage des mères de lecture est très modéré. Là, bien moins abondant que ce qu'on verra quelques siècles plus tard, à l'époque des manuscrits de la mer Morte, où là on utilise beaucoup de mères de lecture. Là, on n'en met pas beaucoup. Donc effectivement, le iode va assez facilement ne pas être écrit. Alors ça nous arrange pas, parce que s'il y avait un iode, on aurait euh, su que c'était Berartirem plutôt que Berartarem, par exemple, tu vous bénis, un truc comme ça, je sais plus, bref. Voilà. Mais voilà, là, je pense que une des raisons pour lesquelles il n'est pas écrit, comme je dis, bon, d'une part, de manière générale, on utilise moins de mères de lecture à cette époque-là. D'autre part, dans le contexte, nous, on a passé un peu de temps dessus parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais imaginez-vous que les gens, ils s'écrivent des lettres tous les jours, dans l'Antiquité. Et en fait, c'est une formule de bénédiction classique. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous dites je te bénis, Berarticha, Berartichem, etc. Je peux vous montrer d'ailleurs, même dans ce corpus d'inscription inédite. Je vais vous montrer toutes les occurrences du verbe barar et vous allez voir que, alors il faut que je le retrouve. Où est ma concordance? Elle est là. Hop, attends, c'est un peu gros ma fenêtre, je vais la rétrécir un peu. Zou. Et donc si je vais chercher le verbe barar, là on a les prénoms. Où est-ce qu'on a encore des prénoms? Voilà. Tac, bénir. Vous voyez un peu ce que ça donne. JH22, bah, c'est celui sur lequel on travaille évidemment, mais on va le retrouver un peu plus loin, puisque on écrit un certain Shalom et on dit Berar Ticha. Vous voyez, ici vous avez la même chose. Je te bénis. Voilà, donc il écrit. Là, nous on est. Oh, zut. Où est-ce qu'il est passé? Ah, zut. Voilà. J'ai des problèmes d'affichage. Attendez, il faut que je le retrouve. Pourquoi je ne le retrouve pas? Là, hop. Il est un peu lent. Bon, l'ordinateur est fatigué là. C'est la fin de la journée. Donc, peut-être je peux écrire plus gros comme ça. Non, j'arrive pas à écrire plus gros. Bon, c'est pas grave. Enfin, vous voyez l'idée. Ah si, là, ça y est, il m'écrit plus. Oh, mince. Bon, il est vraiment trop lent. En tout cas, vous avez vu, on a pas mal d'occurrences. Je ne vais pas perdre de temps avec ça parce que là, mon ordinateur, il s'en sort pas. Mais effectivement, c'est une formule super classique. Quand vous écrivez à quelqu'un, vous lui dites bah, je te bénis. Voilà. Ou si vous écrivez à plusieurs personnes, je vous bénis. Là, dans le cas présent, ce texte est intéressant parce qu'on a effectivement deux destinataires. On l'a vu hein, la dernière fois. On écrit à Neriyahu et à Shmayahu. C'est assez rare. La plupart du temps, on a un expéditeur, un destinataire. J'écris à une personne et on lui parle, je te bénis, voilà. Là, on a du pluriel, parce qu'il y a deux destinataires, donc je vous bénis. Donc, à partir du moment où c'est une formule super classique, où il n'y a pas trop d'ambiguïté, tout le monde sait de quoi on parle, on se dit, bon, pourquoi on s'embêterait à mettre un iode? Je ne dis pas qu'on le trouve jamais, hein, il y a peut-être des cas où on le trouve, il faudrait prendre les occurrences, mais on va pas forcément le trouver. Dans la Bible aussi, à vrai dire, même dans le texte massorétique lui-même, il n'est pas rare que quand vous avez un verbe à l'accompli à la première personne du singulier, suivi d'un pronom suffixe, donc un objet eh bien qu'on fasse l'économie du iode. Bon là on l'a beaucoup évidemment. On l'a, mais je suis déjà tombé sur des cas où même dans la vocalisation massorétique,
On ne l'avait pas. Bon, voilà. Après, il y en a beaucoup. Là, il me dit qu'il y a 457 occurrences. Je ne vais pas les passer en revue. Je suis d'accord qu'en principe, on le met, et ça nous arrange. Mais il y a quelques cas où on a fait l'économie. C'est peut-être des cas de suffixe pluriel. Je vérifie. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs si c'est plus fréquent dans certains cas que d'autres. Ah, là, on en avait un. Mince. Zut. Ah, zut. Je j'ai, je suis passé à côté d'un. Bon, attendez. J'avais un CVT. Je suis tombé là sur un cas où il y avait justement pas le pronom suffixe. Euh, Pas le pronom suffixe, mais le verbe de lecture. Attendez, où est-ce qu'on était? Zut. Justement, j'étais tombé sur un cas avant que je change ma recherche. Oh, bah zut alors. J'y étais en plus. Où est-ce que c'était? Bah là, vous en avez un, voyez? Voilà. Ici, vous avez Psitihu, vous avez le Ihu, et vous voyez ici, vous n'avez pas de mère de lecture. Pour de Yod, pour indiquer. Là, ici, c'est celui-là que j'avais vu là. Tsivitira, Exode 23:15, donc le verbe tsiva, ordonné. J'ai ordonné à toi, je t'ai ordonné, je t'ai commandé, je t'ai, etc. Bon, voilà. Euh, Tsivitira. Et là, vous voyez, vous n'avez pas la mère de lecture Yod après le Tav. Donc, Ti est écrit sans mère de lecture Yod. Donc, c'est possible aussi, même quand vous lisez le texte massorétique, même quand vous lisez le texte massorétique, vous verrez des cas où, en fait, il n'y a pas la mère de lecture. Donc, c'est bon pour vous de prendre l'habitude de ne pas être trop dépendant de la présence de la mère de lecture, en disant, bon, voilà, j'ai la mère de lecture, tant mieux, ça m'arrange, je n'ai pas la mère de lecture, c'est pas grave, on s'en sort quand même. Donc là, on l'a pas. Berar tirem, je vous bénis. OK? Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Bon, alors j'aimerais quand même, avant la fin de l'heure, donc il ne reste plus que quelques minutes, j'aimerais qu'on regarde le mot suivant. Comment vous avez compris le mot suivant? L'Adonai, L'Adonai. Très bien, effectivement, on reconnaît le tétragramme, Adonai, précédé de la préposition lamed. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je te bénis à Yahvé. Alors après la vocalisation massorétique, évidemment, si je vocalise vraiment comme les massorètes, je vais mettre un patar et un kametz, parce qu'on suppose que c'est Adonai en fait. Voilà, on écrit le tétragramme et on pense que c'est Adonai qui est écrit, et donc on faut écrire comme si c'était Adonai. D'ailleurs, on pourrait même mettre, si vous mettez le O, vous pouvez mettre le petit cholem. Ici, vous avez des manuscrits massorétiques qui vous mettent le cholem. Bon, c'est pareil, on est un peu feignant, donc on le met pas, et on le prononce l'Adonai. Alors le tétragramme, je sais évidemment à l'époque le tétragramme était prononcé, hein, c'est cette tradition de substitution du tétragramme par Adonai, elle est attestée pour la première fois une centaine d'années avant notre ère. Hein. On l'a dans le Grand Rouleau d'Isaïe, on voit qu'on substitue le tétragramme par Adonai, par le titre Adonai. Mais alors ça pouvait être le cas avant, hein, je dis pas que ça n'était pas le cas avant, mais on n'a pas de preuves ou d'exemples que c'était le cas avant. Donc on peut raisonnablement penser que le tétragramme était prononcé à cette époque-là. Euh, et voilà, on ne sait pas comment, mais le tétragramme était prononcé. Donc je vous bénis à Yahvé. Je vous bénis à Yahvé, c'est intéressant de dire bénir quelqu'un, et c'est donc on souhaite le bien de la personne. Et c'est pas simplement moi qui vous bénis quelqu'un, mais je vous bénis à Yahvé en direction de Yahvé, c'est-à-dire que cette bénédiction que moi je prononce, je l'oriente vers Yahvé. C'est comme quand on confie quelqu'un à, si je dis je vous confie à Dieu, c'est-à-dire moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prier pour vous, je peux vous souhaiter plein de choses, mais moi, je ne peux pas faire grand-chose. Dieu, lui, il peut faire des choses. Donc, on confie quelqu'un à Yahvé, on bénit quelqu'un à Yahvé. En français, ça se dit pas trop de bénir quelqu'un à Yahvé. En général, on traduirait je te bénis par Yahvé. C'est plutôt comme ça hein, qu'on dirait en français. Mais ici, en hébreu, la proposition qui est utilisée, la préposition qui est utilisée, c'est la préposition lamed, hein, qui indique la direction, un mouvement de direction.
En français, je te bénis par Yahvé, on a l'impression que, oui, enfin, c'est une autre préposition. Mais c'est pas très grave, hein. Après, chaque langue a des prépositions un peu différentes. Moi, je suis tellement habitué à ça que j'ai tendance à dire je te bénis à Yahvé. Je suis plus choqué par ça, mais je sais pas si, voilà, je sais pas. Bon. Alors donc cette formule de bénédiction, en fait, c'est vraiment classique hein, dans les lettres. On bénit quelqu'un, mais pas tout court. On le bénit à Yahvé. Alors ça pourrait être une autre divinité, évidemment, s'il y avait, mais évidemment dans ce corpus d'Ostraka, qui viennent donc du royaume de Juda. La divinité tutélaire du royaume de Juda, c'est le Dieu Yahvé. Et donc effectivement, c'est lui systématiquement qui est invoqué dans les formules de bénédiction. On a des cas en épigraphie, un peu avant, où on bénit à Yahvé, mais aussi à une autre divinité. Par exemple, les inscriptions de Kuntilet Ajrud, je vais vous les montrer. Ah bah je crois qu'elles sont d'ailleurs dans la Concordance. Attendez, si je vous mets les, les inscriptions ici, tac, euh, je crois qu'elles y sont alors attendez, comment c'est écrit Kuntilet Ajrud. Vous voyez, vous avez des inscriptions euh, qui sont avec des formules de bénédiction. Moi, j'aurais pu chercher tout simplement par. Euh, euh, je vais chercher Barar, tout simplement, ça sera plus simple. Et est-ce qu'on pourrait pas dire de la part de? Alors, de la part de, non, parce que ce serait la préposition mine, pour le coup, ce serait l'origine. Voyez? Donc là, alors on a évidemment Berar Tichal Adonai, on n'a que des l'Adonai, mais ce qui m'intéressait, c'était de retrouver une inscription de Kuntelet Ajrud. Regardez celle-ci, par exemple, voyez? On nous dit Berarti etrem. Alors c'est marrant parce que c'était d'ailleurs une proposition qui avait été faite tout à l'heure. Je ne sais plus qui avait dit bah oui ça pourrait être etrem. Donc vous pouvez faire hein, en un mot à part. Vous avez et qui introduit l'objet direct. Donc Berarti écrit sans mère de lecture iode, hein, mais on suppose que c'est moi qui bénis. Je bénis etrem vous. Donc là ils sont pas contractés. L'Adonai donc à Yahvé Shomron. Donc en plus, c'est le Yahvé de Shomron, de Samarie, hein, ici, donc le Yahvé de Samarie, donc le sanctuaire du Dieu Yahvé qui est à Samarie, parce qu'il y avait il y a une concurrence avec différents sanctuaires, ou les Asherato. Et là, je vous bénis, il y a deux prépositions lamed, à Yahvé et à son Asherah. Le terme Asherah que vous connaissez en hébreu biblique, hein, qui est à la fois un nom commun, un Asherah, une Asherah, c'est du féminin d'ailleurs, qui est certainement un élément cultuel, un objet cultuel, ou un poteau ou un truc comme ça. Enfin, imaginez un truc comme ça. Une Asherah, c'est ça, qui est un nom commun, mais qui a aussi donné le nom d'une divinité, la déesse Asherah. Alors bien sûr, les débats, c'est de dire, oh là là, est-ce qu'on bénit à deux divinités? Je te bénis au Dieu Yahvé et à la déesse Asherah, ou sa déesse Asherah. Le problème, c'est qu'on a un pronom suffixe et qu'on met pas de. Là, c'est Asherato, donc son Asherah à lui, avec un pronom. Voilà. Et donc, Asherah se retrouve à l'état construit, doté d'un pronom suffixe. Et ça, c'est quand même plutôt ce qu'on fait derrière des noms communs. Vous voyez, si je dis mon Moïse, mon David, voilà, on n'a pas l'habitude de mettre des pronoms suffixes en hébreu derrière un nom propre. Donc, si Asherah était uniquement un nom propre, on n'aurait peut-être pas un pronom suffixe derrière. Donc ça, c'est la polémique, la controverse autour de ce type d'expression. Mais en tout cas, c'est voilà. Donc c'est intéressant de voir il y a peut-être pas que le dieu Yahvé. Alors Kuntilet Ajrud, c'est un peu plus ancien, hein, c'est avant nos ostracas là sur lesquels je travaille. Mais ça pose la question évidemment de la réalité du culte, non seulement au Dieu Yahvé, mais à d'autres divinités. Alors si vous êtes choqués, lisez les prophètes de la Bible qui ne se privent pas pour justement condamner le peuple en disant mais vous êtes infidèles, vous êtes idolâtres, vous avez des idoles, vous avez des statuettes, vous avez des achéras. Et justement, et la réforme religieuse consiste à dire on va détruire tout ça. Donc les prophètes condamnent ces pratiques. Donc la Bible elle-même témoigne du fait que ces pratiques existaient à l'époque, que les gens n'adoraient pas que le Dieu Yahvé, il y a le Dieu. Eh ben, regardez même le prophète Élie avec
contre les prophètes de Baal et d'Achéra, justement. Il y a le dieu Baal, la déesse Achéra, etc. Donc la Bible, il y a plein de passages dans la Bible qui vous parlent de ces pratiques cultuelles. L'avantage quand on travaille sur ces inscriptions, les inscriptions de Qt Latin, elles sont très sympas parce qu'en plus il y a des graffitis aussi dessus, c'est sur des grands pitos. Donc je vous les montrerai la prochaine fois. Je vois qu'il est déjà 18 h, donc il faut qu'on s'arrête là. Mais vous voyez, un des avantages de faire de l'épigraphie, c'est que vous êtes dans la réalité sur le terrain. C'est-à-dire quelle est la réalité de ce qui se passait à l'époque. Et donc, vous voyez, vous avez des formules de bénédiction. Je te bénis, je vous bénis en l'occurrence, je vous bénis à Yahvé, et à Yahvé de Samarie, hein, pas n'importe lequel. Je vous bénis à Yahvé de Samarie et à son Achéra. Donc, je vous laisse avec cette formule de bénédiction. Vous pouvez regarder ça un peu plus si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse la prochaine fois, rappelez-le moi, parce que j'aurais peut-être oublié, je vous montrerai des photos de ces pitos qui ont été publiés. Ça a mis longtemps à être publié, mais c'est désormais publié avec des belles photos et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, vous reconnaîtrez l'alphabet paléo-hébreu, le même que celui qu'on apprend sur cette ostracone. Donc voilà, tout ça, ça vous donne des outils à vous pour étudier la réalité du royaume de Juda, royaume d'Israël et de Juda à l'époque monarchique, et donc de pouvoir avoir un meilleur regard sur les textes bibliques en hébreu dans le texte en plus. Voilà qui va faire de vous des grands spécialistes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Et là, c'est l'heure, on est déjà à la fin de l'heure, donc je ne veux pas vous retenir très longtemps. S'il y a une question très rapide, j'y réponds. Sinon, prenez le temps de retravailler tout ça. Et puis, bien sûr, vous pourrez me poser la question la prochaine fois. Je vous aurais bien posé des questions sur l'évaluation, mais peut-être pas dans l'enregistrement. Ah oui, alors effectivement, si c'est des questions comme ça, à ce moment-là, j'arrête l'enregistrement et je vous libère tous et je reste bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Et pour ceux qui sont bons, je vous verrai avec plaisir la prochaine fois.